que là, on est en train de dire qu'il y a des microbes qui rendent obèses ou des microbes qui rendent diabétiques, mais ce que ça veut dire en creux quand même, c'est que tous les jours, si je ne suis pas obèse, si je ne suis pas diabétique, tous les jours quand je fonctionne bien, c'est aussi à cause des microbes. Hein. Justement, dans le transfert, c'était le transfert par quelqu'un de proche de la famille. Pourquoi quelqu'un de proche plutôt que n'importe qui? Il y a deux raisons. Une raison culturelle qui est que dans un transfert fécal, c'est quand même un peu moins écœurant si ça vient de quelqu'un qu'on connaît, proche. Vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est clairement quelque chose qui contribuait à rendre la chose plus acceptable par les malades. L'autre chose, c'est que les gens avec lesquels on vit, ils sont dans le même environnement. Et donc, s'ils ont de façon stable une certaine diversité microbienne, c'est qu'elle est équilibrée, c'est qu'elle peut se développer dans cet environnement-là. Du coup, ça permet de récolter des microbes qui peuvent vivre là où on vit soi-même. Vous voyez, c'est un transfert à partir d'une communauté de microbes qui peut exister dans l'appartement où on vit et avec les habitudes alimentaires que l'on a. Puisque ça, c'est des facteurs modificateurs de notre diversité microbienne, notre environnement alimentaire, notre lieu de vie. Mais on n'est pas obligé. Et je vais vous dire, dans la manip qui avait été faite pour voir si des transferts d'individus sains vers des individus diabétiques... Ah non, ça c'est encore une autre manip, pardon. C'était une maladie, c'est la sclérose en plaques, où on a transféré des microbes d'individus sains vers des individus atteints de... Je raisonne lentement aujourd'hui, c'était... Je suis désolé, c'est toute une liste de mauvaises nouvelles. C'était la maladie de Crohn, donc une maladie du tube digestif où le système immunitaire détruit le tube digestif. Il y avait 2 donneurs, et il y a un des donneurs qui a amené à l'amélioration de la condition intestinale de 40% des receveurs, alors que l'autre donneur, aucun. Donc en fait, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'en plus, en termes de capacité à donner une flore qui peut vraiment s'installer chez quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas tous égaux. C'est un peu comme pour les transfusions sanguines, on s'aperçoit qu'il y a des individus qui ont des microflores, enfin qui ont des diversités microbiennes plus capables de s'installer chez les autres que d'autres. Donc demain, je pense qu'on n'utilisera pas la famille, on utilisera des bons donneurs. Si tant est qu'on développe largement ce genre de méthode. Et comment acquiert-on cette flore? Bébé, tout bébé? Oui, alors ça, c'est l'autre problème. Cette flore, il faut qu'elle s'installe à un moment parce que lorsque nous naissons, nous venons du ventre de notre mère, nous sommes complètement dépourvus de microbes. L'installation de ce microbe, c'est quelque chose d'assez délicat. Hein. Là, il y a un papier qui vient de sortir dans la revue Cell qui montre, sur un suivi d'une très très grande population, que c'est une trajectoire chaotique. Les premières années, il y en a qui s'installent, qui s'en vont. Il n'y a pas toute la diversité habituelle. En fait, c'est à 3 ans qu'on acquiert une diversité microbienne qui ressemble à celle de l'adulte. Vous voyez, il faut pratiquement autant de temps pour acquérir ces microbes que pour apprendre à parler. Or, c'est vital. Et vous savez que si les enfants poussent souvent, les jeunes enfants poussent souvent des cris, c'est pas que pour faire chier, hein, c'est que très souvent, ils ont réellement des problèmes digestifs, des diarrhées, difficultés à digérer. En fait, ils n'ont pas cette aide que les microbes accordent aux adultes parce qu'ils ne sont pas encore complètement équipés. Alors justement, comment arrive cet équipement? Le tout premier, il est obtenu lors du transit dans le vagin maternel à la naissance. On récupère des bactéries du vagin et puis il faut bien dire les choses comme elles sont. À l'accouchement, ça se passe un peu en vrac et il y a aussi quelques contaminations fécales. Et ça, c'est donc le premier cadeau de notre mère, c'est notre premier début de flore. Vous allez voir que notre mère fait encore beaucoup d'autres choses. Vous avez vu tout à l'heure qu'elle nous donnait nos mitochondries d'ailleurs, puisque c'est par elles qu'on reçoit ces petites bactéries qui permettent à nos cellules de respirer. C'est par elles qu'on reçoit notre premier cadeau microbien. Bon, c'est à tel point que les enfants nés par césarienne ont une composition du tube digestif différente au départ, et qu'aujourd'hui il y a de grands programmes pour tester la compensation des césariennes par l'exposition de l'enfant au niveau buccal à des frottis vaginaux maternels, pour justement avoir un apport de bactéries vaginales qui n'a pas eu lieu. Mais il y a plus. Dans ce que nous donne notre mère, il y a une dernière chose qui est dans le lait, et qui va être absolument déterminant pour aider à une installation rapide de bactéries favorables. Alors ce qui suit inscrit en lettres de feu dans notre biologie le fait que nous sommes composés de microbes.
Dans le lait maternel, il y a du lactose, qui est un sucre qu'il y a dans tous les laits. Il y a des lipides, bon ça, il y en a dans tous les laits mammifères. Il y a des protéines, mais les protéines ne sont pas le troisième composant par ordre d'abondance. Le troisième composant du lait maternel par ordre d'abondance, ce sont des polysaccharides. Terme technique qui cache des trucs que l'enfant ne digère pas. Autant vous dire que comme les enfants ne digèrent pas ce composant, même s'il est abondant, on ne le met pas dans les laits artificiels. Sauf que, ce qu'on a découvert, c'est que ces polysaccharides sont digestes pour les bifidobactéries et pour certains lactobacilles, dont justement l'installation rapide dans le tube digestif de l'enfant permet d'acquérir rapidement un minimum d'aide à la digestion, d'écran contre les maladies. Ça veut dire que le troisième composant par ordre d'abondance dans le lait maternel ne nourrit pas l'enfant, il nourrit des bactéries souhaitables. Donc, c'est encore un cadeau maternel, mais aussi ce que ça montre, c'est que vraiment notre dépendance est forte et qu'on doit être vite et bien colonisé. Et c'est ça le problème qui se produit aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il y a tous ces éléments-là, mais comme on a une hygiène accrue, eh bien, les bactéries n'arrivent pas. En plus, on a souvent supprimé dans les laits synthétiques, on n'a pas du tout ces polysaccharides. Alors, ces polysaccharides, d'ailleurs, j'aimerais vous convaincre que, même adulte, vous en avez besoin, car c'est les composants des fibres. Tout le monde vous dit qu'il faut manger des fibres. C'est peut-être que les Français ne mangent que la moitié de la ration de fibres conseillée. Mais c'est bizarre, parce que les fibres, on ne les digère pas. Je veux dire, c'est des polysaccharides, essentiellement. Et ben voilà. S'il faut manger des fibres, c'est parce que, même adulte, on a besoin de nourrir ces microbes. Et si on ne les nourrit pas, alors on laisse s'installer d'autres types de microbes que ceux qui sont souhaitables pour une bonne santé et on dérive vers une des portes d'entrée pour dériver vers des présences microbiennes, des communautés microbiennes qui vont sceller les états pathologiques du métabolisme par exemple, comme l'obésité, ou dans le jeune âge, qui vont sceller des développements du système nerveux qui conduisent à des comportements inhabituels. Donc il faut penser, même quand on est adulte, à nourrir ces bactéries, mais clairement, notre maman y a pensé avant nous. Donc, de ce que vous venez de nous raconter, essentiellement, les bactéries sont essentielles pour nous. Comment est-ce qu'on en est arrivé à dépendre autant des bactéries? Oui, parce que là, ce qu'on a dit, c'est que finalement, le bon développement du système immunitaire et son bon fonctionnement dépendent de la présence à certains endroits dans notre organisme de micro-organismes, de bactéries et de certains champignons favorables. On a vu que notre comportement est sous dépendance, et la formation, le développement de notre système nerveux aussi. Et puis que la régulation de notre métabolisme en dépend. Et là, on se dit, mais enfin, pourquoi on ne gère pas tout ça de façon autonome? Après tout, on est capable, avec notre équipement génétique, de gérer des choses qui font des choses complexes comme une main. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas embarqué dans notre programme génétique la capacité à faire toutes ces choses-là, d'autant plus qu'elles paraissent nécessaires? Alors là, c'est là qu'il faut voir comment on a évolué. N'en déplaise à certains, nous sommes issus de centaines de millions d'années sans douche. Et on a été fabriqué par ça, et pas par la douche. Depuis aussi longtemps qu'on est pluricellulaire et qu'on a des cavités et des surfaces exposées à la colonisation des microbes, on est habité de microbes. Vous y êtes, ils sont là. Bon. Maintenant, imaginez que dans l'évolution, on commence à acquérir une nouvelle fonction, comme la régulation de la glycémie, comme le développement d'une partie du système nerveux qui n'existait pas chez l'ancêtre. Comment dans l'évolution peut se passer la création d'une nouvelle fonction? La première façon, c'est que des mutations permettent à l'organisme de fabriquer lui-même cette nouvelle fonction. Et ça arrive. Nous sommes le produit de nos mutations. Mais il y a aussi des fois où l'organisme peut simplement s'appuyer sur quelque chose qui existe autour de lui. Recruter quelque chose qui existe autour de lui. Quand nos très lointains ancêtres ont commencé à respirer, ils n'ont pas gagné tous les gènes qui permettent de faire la respiration. Ils ont chopé une bactérie qu'ils ont élevée à domicile, qu'ils ont élevée en captivité, si vous voulez, dans les cellules, et qui a fait de la respiration pour eux. Ils se sont appuyés sur quelque chose, ils ont réutilisé quelque chose qui avait eu son évolution propre et qu'ils ont capturé. Eh bien, comme à la naissance, nous sommes colonisés par des microbes et que ceci est renforcé par le fait qu'en plus, dans le lait maternel, il y a des choses qui stabilisent la présence de ces microbes, on peut utiliser l'entrée des microbes dans le tube digestif comme un signal, une sorte d'interrupteur qui dit « Bon, allez hop, c'est le moment de faire
telle maturation du système nerveux, ou de mettre en place telle population de cellules du système immunitaire. En d'autres termes, dans notre évolution, il y a à la fois des choses qui sont construites par nos propres mutations, c'est une évolution que j'aurais tendance à appeler, on va parler un peu grec, autogène. C'est celle qui est auto-générée, celle que nous produisons nous-mêmes par nos mutations. Et puis il y a une autre part de notre évolution qui est construite, on dit maintenant souvent co-construite, mais c'est un peu un pléonasme, qui est co-construite, où on recrute simplement un microbe comme signal ou un métabolite de microbe. Bon, par exemple, vous voyez, on peut parler aussi de l'humeur. On sait qu'il y a un certain nombre de microbes qui modifient notre humeur, et une des raisons, pense-t-on, de ça, même si la preuve est loin d'être apportée tout à fait définitivement, c'est que 80% de la sérotonine, qui est quelque chose qui contribue justement au bien-être dans l'organisme, qui est une hormone et aussi quelque chose qui modifie le fonctionnement du système nerveux, 80% de la sérotonine de notre organisme est synthétisée par des bactéries. Pourquoi? Parce que quand on a commencé dans notre évolution à utiliser la sérotonine, il y avait des usines à sérotonine dans notre tube digestif. Bon ben voilà, il suffisait de les recruter. Et le lendemain, on s'aperçoit que quand on retire ces usines-là, ben, ça corrèle avec des états dépressifs. Voilà, c'est tout aussi simple. C'est qu'à un moment, vous évoluez en vous appuyant sur quelque chose qui existe. Mais le lendemain, cette chose qui était un passager sans effet et sans conséquence, c'est devenu un pilier. Et vous avez scellé quelque chose qui est important, qui est la dépendance, et qui fait que nous ne sommes pas des individus. Individu, étymologiquement, ça veut dire indivisible. Nous ne sommes pas des individus, nous sommes des communautés microbiennes, dont un des microbes est plus gros que les autres et les emballe. Nous sommes donc un gros microbe. Oui. Et pas le plus intéressant à regarder techniquement, puisque c'est les autres qui font l'essentiel des fonctions. Alors, justement, là, on a l'impression que nous sommes des utilisateurs de microbes. J'ai envie de poser la question du symétrique. Est-ce que les microbes nous utilisent? Alors, il n'y a pas de complot. Eux aussi, pour le coup, ils sont devenus dépendants. Vous savez, les fameuses bifidobactéries qui profitent du lait maternel pour s'installer dans le tube digestif, elles sont très très spécialisées dans l'utilisation du lait maternel et des fameux polysaccharides que l'on trouve dans le lait maternel, en sorte qu'elles vivent surtout là, et que donc la dépendance est réciproque. En fait, il s'agit de coévolution, c'est-à-dire que chacun évolue au contact de l'autre et on finit par tisser un lien qui est un lien réciproque. Alors évidemment, vous et moi, nous nous intéressons plus à l'homme qu'aux bifidobactéries ou aux malacésia ou aux candida, pour parler de levure, ou aux lactobacilles. Donc on aime bien souligner notre dépendance aux microbes parce que ça nous paraît si réaliste. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont la même dépendance. Et il y a peut-être quelque part dans un recoin de mon intestin une utopiale de bactéries, où une bactérie explique aux autres la dépendance en montrant comment les bactéries, malgré une longue histoire évolutive, ne sont pas des individus autonomes. La même histoire s'écrit des deux côtés. C'est l'histoire de la dépendance. Et c'est une histoire que nos sociétés devraient méditer parce que c'est un des points d'approche qui doit nous réconcilier avec la nature dont nous ne sommes qu'un morceau. Nous avons longtemps pensé que les individus étaient à la fois indivisibles et complètement autonomes. Nous avons longtemps pensé que nos sociétés pouvaient se construire sans lien au monde naturel. Mais tout ça, c'est la même foutaise. En fait, tout est dépendance. Tout est réseau d'interdépendance. Et effectivement, nos microbes sont dépendants. Sans doute entre eux, d'ailleurs, ils ont peut-être des liens entre eux assez de dépendance forte. Et à nous, la plupart d'entre eux ne vivent pas hors de nous.